Ricard, pouvez-vous vous présenter, je vous prie? Alors, j'ai une double casquette, comme beaucoup d'entre nous, j'allais dire. Je suis avocat de formation, j'exerce toujours, et je suis également maire de ma ville, Saint-Germain-en-Laye, qui est une ville, la ville royale par excellence, la ville de naissance de Louis XIV. Donc voilà, j'exerce ces deux casquettes du matin jusqu'au soir. On vous voit peu dans les médias. Pourquoi? Déjà parce que tout cela est assez nouveau pour moi. Avec humilité, je n'ai que 16 mois de mandat en tant que maire, et peut-être que je suis à l'image de mes habitants, les Saint-Germainois, quelqu'un d'assez discret. On cultive un petit peu cette part d'humilité ou de discrétion chez nous à Saint-Germain-en-Laye. Peut-être suis-je trop discret, et puis je n'ai surtout pas envie de parler pour ne rien dire. Et donc j'essaye de me faire, pas le plus rare possible, mais j'essaye en tout cas quand je prends la parole, d'avoir une parole qui soit sensée et qui porte sur un des sujets qui me tient à cœur. Restons, si vous le voulez bien, pour l'instant dans la part politique de votre vie. Où en êtes-vous au milieu de tous ces remous liés aux Républicains ou autres? Alors je ne suis pas un contemplateur, je regarde, je participe, je suis un maire qui n'est pas encarté, je suis un homme de droite, ça je le revendique, de droite ou de centre-droit. J'ai un engagement européen fort, j'ai travaillé longtemps aux côtés de Michel Barnier, j'ai été son collaborateur et j'ai longtemps milité au sein d'une association qu'il avait créée pour défendre l'idéal et la cause européenne. Donc je suis très sensible évidemment à ces sujets-là. Donc je ne suis pas forcément très en phase avec un certain nombre de positionnements politiques aujourd'hui. Je trouve que l'offre politique s'est raréfiée, elle s'est circonscrite, elle s'est réduite. Malheureusement, c'est toujours le paradoxe des atomisations politiques, c'est que plus l'offre est soi-disant large et moins les idées le sont. Donc je regarde, mais aujourd'hui je n'ai pas d'attachement politique. Je fais partie d'un réseau, c'est peut-être la seule appartenance que j'ai, qui s'appelle la France Audacieuse, qui est un réseau de maires. Voilà, c'est un réseau de maires que Christian Estrosi a créé avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui est le maire de Reims, Arnaud Robinet. Voilà, ça nous permet sur un certain nombre de positions de défendre nos intérêts. Un sacré défi que de se proclamer d'emblée audacieux, non? Je crois que l'audace est une vertu de droite, c'est une qualité de droite. Ce qui peut-être caractérise ou différencie les élus audacieux, ce sont ceux qui peut-être, je ne vais pas dire prennent des risques, parce qu'il ne faut pas prendre des risques quand il s'agit de gérer la chose publique, mais ce sont ceux qui osent, ce sont ceux qui investissent, ce sont ceux qui croient en l'avenir et qui ont envie effectivement de développer leur territoire. Donc je pense que ça caractérise une forme d'audace. Maire, c'est une fonction que vous appréciez, que vous aimez, ou vous rêvez d'autre chose? Non, j'ai toujours eu cet engagement. J'ai refusé un certain nombre de propositions. C'est un engagement que j'ai, c'est un engagement familial. Mon père a été maire pendant presque 25 ans de cette ville. J'ai été moi-même élu, conseiller municipal, puis maire adjoint à la culture, qui est un mandat qui m'a énormément plu. Et non, quand on aime, c'est une histoire d'amour, hein, le fait d'être maire de sa ville, c'est l'amour de cette ville, de ma ville où je suis né. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de défendre cette ville. De Saint-Germain-en-Laye, comment voyez-vous aujourd'hui l'état de la France et plus précisément la manière dont elle est présidée par Emmanuel Macron? Je pense qu'il a le courage, en tout cas, d'avoir eu un langage de vérité avec les Français. Et ça, je lui, en tout cas, suis très reconnaissant. Moi, je ne me cache pas que j'ai voté pour lui aux 2 tours de l'élection présidentielle. J'ai eu Bon, même si François Fillon avait évoqué et avait posé, on va dire, les premières pierres d'une réflexion qui était indispensable pour que ce pays puisse se redresser, voilà, il s'est passé un certain nombre de choses qui, moi, à titre personnel, ont fait en sorte que je n'avais pas envie de poursuivre cette aventure-là. J'avais plutôt envie d'écouter ce qu'Emmanuel Macron avait envie de dire. J'aime beaucoup, je connais bien Édouard Philippe, avec qui j'ai travaillé comme avocat, qui est un homme de valeur, qui est un élu local. Et Édouard Philippe a toujours cette expression-là, qui est celle de dire qu'il répare et qu'il cicatrise le pays. Et je crois beaucoup à cela. Je crois que notre pays a beaucoup souffert depuis 20 ans
Je crois que les Français ne s'en sont pas rendus compte et que le chemin de cette cicatrisation est lent. Alors on est toujours très impatient, effectivement, d'avoir des résultats, mais je trouve qu'il met en tout cas le pays sur de bons rails. Certes, c'est compliqué, certes, il y a toutes les affaires de ces dernières semaines ou de ces derniers mois, mais je pense que ce qui compte, c'est la trajectoire sur laquelle nous sommes mis. Je pense que cette trajectoire, aujourd'hui, elle est adéquate, elle est appropriée. On parle beaucoup ces derniers temps de l'union des droites. Xavier Bertrand, par exemple, y est farouchement hostile. Quelle est la position de Christian Estrosi et la vôtre sur ce désir formulé par certains? Non, je crois que l'union des droites, déjà les droites, elles ont toujours été plurielles en France, toujours. L'union des droites, au contraire, moi j'y suis personnellement très opposé. D'abord, qui est de la droite? Est-ce que Marine Le Pen, c'est de la droite? C'est de l'extrême droite. Mais aujourd'hui, rien ne serait plus dangereux que de se tourner vers une offre en commun avec des gens qui ne pensent pas, en tout cas comme moi. On évoquait tout à l'heure, Philippe, la question du gaullisme. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le gaullisme? Le gaullisme, c'est avant tout le renoncement à un certain nombre de choses que l'on n'est pas, et on n'est pas surtout de l'extrême droite. Et le gaullisme a toujours été une croyance en un idéal humain que n'est pas aujourd'hui l'extrême droite. Donc si l'union des droites, aujourd'hui, c'est de dire que du centre droit à l'extrême droite, on se réunifie pour proposer une offre en commun contre Emmanuel Macron, je trouve que c'est peut-être l'idée politique la plus stupide que l'on ait jamais eue. Si l'union des droites, c'est de rassembler peut-être des courants de pensée, mais ce qui avait été fait précédemment, c'était l'idée de Jacques Chirac, qu'il avait fait quand il a créé l'UMP, c'était ça, c'était l'union des droites. Si c'est de rassembler celles et ceux qui croient peut-être dans une forme d'économie libérale maîtrisée, dans l'idéal européen et dans une forme d'humanisme, alors oui, pourquoi pas, mais je ne crois pas que ce soit ça aujourd'hui. Vous pensez vraiment, Arnaud Péricard, que sur des thèmes fondamentaux, dits régaliens, justice, sécurité, immigration, il y a des différences nettes entre le Rassemblement national et une part importante des Républicains? Bon, déjà, sur les questions de justice, dont vous êtes vous-même spécialiste, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Et moi, j'ai toujours défendu l'idée que pour que l'on respecte la loi, il faut déjà qu'elle soit respectée elle-même et qu'elle soit appliquée et qu'elle soit sanctionnée si jamais on l'enfreint. Et on ne peut pas, on est tous en tant que dirigeants locaux parfois confrontés à des difficultés avec de la petite délinquance et des délinquants qui nous disent « mais attendez, pourquoi je ferai moi-même de la prison, pourquoi je serai sanctionné alors même que d'autres, y compris des dirigeants ou des décideurs, ne le sont pas ». Donc aujourd'hui, il y a une incompréhension par rapport à la question judiciaire. Qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce que c'est que de purger une peine? Et qu'est-ce que c'est que d'être sanctionné quand on enfreint une règle? Moi, je n'entends pas beaucoup Marine Le Pen sur ces questions-là. Je l'entends sur le régalien, mais tout le monde aujourd'hui, parce que malheureusement, les événements tragiques de ces dernières années ont fait en sorte qu'on s'est enfin réveillé sur la part du régalien. Moi, je vous donne encore un exemple local. Pardonnez-moi de tout ramener peut-être à ma modeste ville, mais aujourd'hui, l'un des postes d'investissement le plus important pour moi, c'est ma police municipale. Les infrastructures de vidéoprotection, ce qu'on appelle la Safe City, la digitalisation, l'équipement des forces de police, le recrutement de policiers municipaux en nombre, c'est aujourd'hui l'une des demandes principales de la population. Donc de toutes les manières, le régalien, on va devoir s'y réimpliquer et s'y réinvestir fortement. L'immigration, c'est un vaste sujet. Je ferai juste peut-être la digression jusqu'aux élections européennes de l'an passé. Quand j'entends certains dire, comme Marine Le Pen, que effectivement l'élection européenne de l'année prochaine doit être un référendum pour ou contre l'immigration, c'est pas ça la vraie question. C'est de faire en sorte peut-être que l'Europe soit plus protectrice, qu'elle finance davantage d'investissements en matière de sécurité, peut-être qu'elle soit plus efficace aux frontières de l'Europe, que les Frontex soient dotés de davantage de moyens. Donc je crois qu'il y a une vraie divergence sur la manière dont on conçoit toutes ces prérogatives et tout ce pouvoir régalien. La question de l'immigration, elle ne se règle pas comme ça. Sans vouloir vous offenser, Arnaud Péricard, comment expliquez-vous qu'une part importante de la classe politique, de droite ou de gauche, soit tellement ignorante en matière de justice et n'ait pas l'ombre d'une culture judiciaire? Bon, peut-être parce qu'ils en ont peur déjà, je dirais, mais moi, ça a longtemps été vraiment
la justice, malheureusement, je trouve, s'est trop isolée du reste de la société. Certes, les magistrats sont des garde-fous, mais pas que. Et pour que la justice soit comprise, elle doit être au cœur de la cité. Alors moi, j'essaye très modestement, mais j'ai un conseil de prud'homme, j'ai un tribunal d'instance dans ma ville, j'ai des magistrats, donc j'essaye de faire en sorte qu'ils soient un point d'accès au droit, qu'ils soient acteurs de la vie sociale, qu'ils soient présents, qu'on n'en ait pas peur. Ce ne sont pas des gens qui font peur, les magistrats, ce sont des gens qui vivent dans la société dans laquelle on est, qui la comprennent, hein, et qui sont là effectivement pour sanctionner quand il le faut, mais pas que, parce que, vous le savez, la plupart du temps, je pense que les magistrats, sur un certain nombre de litiges, poussent à la médiation et poussent à la compréhension d'abord. Et je crois qu'il y a eu cette volonté quelque part de brider cette justice, et quand on bride la justice, on rend plus complexe la compréhension de la règle de droit. Plus personne ne sait. Voilà. Plus personne ne sait où est la frontière, plus personne ne sait où est la limite, ce que l'on peut ou doit, ou ce que l'on ne doit pas franchir. Et je trouve que les politiciens ont été d'une manière générale complices de cette ignorance qui a été un petit peu provoquée. Et aujourd'hui, on voit la situation dans laquelle on est, on voit l'état de nos prisons, on voit les conditions d'incarcération. Et moi, je vais vous donner un exemple. J'ai un jeune difficile de ma ville que je connais, que je suis allé voir à Bois d'Arcy au mois de juillet, parce qu'il doit sortir bientôt. C'est un cas un peu compliqué. Mais j'ai tenu à y aller parce que j'estime que dans une ville, on ne doit jamais laisser ses enfants au bord de la route. Et à partir du moment où cet individu doit ressortir, c'est aussi à moi de l'encadrer, déjà parce qu'il y va de la tranquillité publique, de manière à ce que certaines choses qui se sont produites ne se reproduisent pas, mais surtout peut-être lui offrir une deuxième chance. Alors on fait ça, on fait des travaux d'intérêt généraux, voilà, on essaye d'être un petit peu proactif de ces démarches-là, mais parfois on est bien seul. À vous écouter, monsieur le maire, je constate que malgré son image privilégiée, Saint-Germain-en-Laye n'est pas étranger ou étrangère, comment dit-on, aux problèmes de sécurité et de justice. Je crois que pas une seule ville de France aujourd'hui n'est épargnée par les questions d'insécurité. On est certes une ville privilégiée, on est certes une ville où la délinquance est peut-être moins importante qu'ailleurs, nous n'avons pas de grands ensembles, mais on a des difficultés, on a des problèmes. C'est une ville lycéenne importante, une ville étudiante, donc forcément on a aussi des problématiques de trafic et de consommation de stupéfiants, on a aussi du cambriolage, enfin on a des incivilités. Je crois que toutes les villes aujourd'hui sont confrontées à ce genre de défis et je pense que l'une des surprises du scrutin municipal de 2020 sera de se rendre compte que la question sécuritaire sera prégnante dans les programmes municipaux. Je n'oublie pas que vous pratiquez le beau métier d'avocat, mais avant d'y venir, vous avez eu un père célèbre dans l'audiovisuel, vous avez un grand-père célèbre dans le domaine du tennis. Vous avez été marqué par ces exemples? Alors, j'ai été certes marqué parce que pas dans le cadre d'une forme d'atavisme, mais j'ai une famille qui a toujours été engagée pour ce pays. Vous avez parlé de mon grand-père maternel, Henri Cochet, qui a gagné 6 fois la Coupe Davis, 2 fois Wimbledon, 4 fois Roland-Garros, donc a été un très grand sportif. Mais mon grand-père paternel a été un héros de la Première Guerre mondiale, Jacques Péricard. Il avait été l'auteur d'un mot, d'une phrase célèbre qui s'appelait « Debout les morts » dans les tranchées de Verdun. Et donc forcément, quand dans la ville dans laquelle vous êtes né, où vous vivez, vous avez des plaques constamment au mur qui vous rappellent la présence de membres importants de votre famille, et puis évidemment mon père après, ça ne bloque pas, ça n'annihile pas, ça ne responsabilise pas plus, mais on est conscient qu'on fait partie peut-être d'une forme d'héritage ou de lignée qui s'est toujours occupée des autres. Et ça a été quelque part un peu ça ne m'a jamais bloqué en quoi que ce soit, j'ai jamais été un petit peu otage ou prisonnier de ce qu'ont pu faire ma famille ou mes ancêtres, mais je crois que ça m'a plutôt confirmé dans le choix que l'engagement que j'avais envie d'assumer aujourd'hui était le bon. On est une famille où on s'est toujours occupé, on s'est toujours en tout cas engagé pour notre pays, très modestement et de manière microscopique. Je le reproduis à l'échelle de ma commune, mais en tout cas j'en suis très fier. Pour moi c'est comme un label ou une marque de fabrique, je suis très très fier de cet héritage. Votre père a été longtemps maire de Saint-Germain-en-Laye, donc la passion politique était là.
Avez-vous parfois pu parler avec lui de la manière dont il concevait l'information, l'audiovisuel, son métier de journaliste? Oui, j'avais une relation évidemment très, très particulière avec mon père et on parlait beaucoup politique, soit tôt le matin, soit tard le soir, quand je le voyais ou quand j'étais en tout cas étudiant. C'était un journaliste impliqué, engagé, mais au service d'une cause. Quand il a quitté 5 colonnes à la une, c'était la cause culturelle environnementale. Donc chef-d'œuvre en péril, la France défigurée, et tout ce combat environnemental, il l'a perpétué après dans son action politique quand il s'agit de sauver la forêt de Saint-Germain ou de sauver un certain nombre de bâtiments. Il avait un regard sans concession sur les journalistes. Quand il a basculé de l'autre côté, il en souffrait. Il me disait, mais tu sais, il n'y a pas plus sévère qu'un journaliste à l'égard d'un autre journaliste. Et je trouvais qu'il avait tort, et il se trouvait parfois un peu maltraité par ses anciens collègues. Alors bien évidemment, parfois ça aidait, ça permettait d'ouvrir des portes quand il s'agissait d'évoquer un certain nombre de sujets, mais il a vécu une époque qui était différente, qui était celle de l'ORTF. Il expliquait lui-même qu'à l'époque, les sanctions à l'égard des journalistes, il a été sanctionné, il a été gréviste avec Thierry Roland, tous les deux à l'époque, et là, sa première grève, enfin pas sa première grève, mais la première fois qu'il a eu une difficulté avec le pouvoir en place, c'était le pouvoir gaulliste. Pourtant, il me raconte qu'il avait été sanctionné et donc il avait été muté de la radio à la télé. Et à l'époque, c'était une sanction que d'être muté à la télévision, parce que personne n'avait de télévision. Tout le monde avait un récepteur de radio, mais personne n'avait la télé. Et il a pu, et ça a été quelque part un peu la chance dans cette sanction, bénéficier de l'essor de la télévision pour après connaître une carrière dans ce média. Vous l'avez dit, et pourtant, je crois qu'il était véritablement d'inspiration gaulliste. Votre père, je dirais même davantage. Il était complètement gaulliste avec une admiration très, très importante. Il me racontait toujours, le général de Gaulle est venu une seule fois en visite officielle à Saint-Germain-en-Laye. Mon père faisait partie du conseil municipal à l'époque. Il me racontait cette anecdote et il présentait le journal télévision le soir. Et le général de Gaulle, évidemment, passe en revue les notables et les élus du coin en disant je suis content de vous voir, je suis content de vous voir. Et puis il arrive devant mon père, je suis content de vous revoir, parce qu'il le voyait tous les soirs à la télé quand il présentait le journal télévision. Donc il était gaulliste, très fortement pompidolien, comme beaucoup, et on va dire après, d'une fidélité sans faille à Jacques Chirac. Il s'est engagé en politique en 1977, à la demande de Jacques Chirac. Il a quitté l'ORTF, il a quitté Radio France en 1977 pour s'engager dans ce combat municipal à la demande de Jacques Chirac et à la création du RPR. Est-ce que votre grand-père Henri Cochet a fait de vous un grand tennisman? Non, malheureusement, non. Un mauvais classement, j'ai été un mauvais 15-5. Ma mère était une très très bonne joueuse. Et malheureusement, cette tradition ne s'est pas perpétuée, mais on est encore très attaché au monde du tennis et au monde de Roland-Garros, où notamment on veille à ce qu'on appelle l'héritage ou à la mémoire, en tout cas des anciens, et c'est une fédération qui est très fidèle à l'héritage tennistique. En tout cas, on n'oublie pas que ce stade, qui fêtera dans une dizaine d'années un peu moins son centenaire, a été construit en l'espace de quelques mois pour accueillir la Coupe Davis en France en 1928, si ma mémoire est bonne. Il gagne la première fois en 1927 aux États-Unis, et puis comme le voulait la tradition, il fallait que la finale soit accueillie en France l'année suivante, et c'est ce qui s'est passé. Comment et pourquoi êtes-vous devenu avocat? Ça a été un sujet de débat avec mon père, qui voulait à tout prix que je devienne journaliste. Voilà. Et j'ai fait des études de droit, j'ai intégré Sciences Po après pendant quelques années, et je me suis posé la question, mais j'avais très envie de devenir avocat parce que je crois que j'aime les gens. Et on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas les gens et si on n'a pas envie de résoudre des problèmes. C'est un peu la même chose avec le métier de maire ou la fonction de maire. On passe sa vie à résoudre des problèmes. Et c'est, je crois, ce que j'avais envie de faire, sans forcément une idée très précise de quelle discipline juridique j'avais envie de pratiquer. Je crois que les choses se font un peu sur le tas quand on apprend son métier. J'ai commencé par faire du droit social, j'ai fait du droit européen, puis j'ai fait du droit des affaires, puis j'ai fait un peu de droit pénal, j'ai fait un petit peu de droit de tout. Et voilà. Et après, c'est un métier qui me
voilà, qui me remplit de satisfaction parce que je ne sais pas, je sais dans l'heure ce que je vais faire, mais dans l'heure suivante, je ne sais pas. Et c'est ça qui est formidable avec ce métier, c'est quelque part, on change de métier toutes les heures. Alors quand on est maire, on change toutes les demi-heures. Hein, on traite un sujet différent toutes les demi-heures. Quand on est avocat, on le fait quasiment toutes les heures. C'est un métier où on ne s'ennuie pas, où on construit, on défend, on argumente, on s'occupe des autres. Vous vous occupez notamment de pénal ou très peu? Alors j'en ai, bien sûr, on a des questions pénales. Je travaille avec une équipe de pénalistes. J'ai un associé pénaliste avec qui nous sommes très proches, qui s'appelle Rodolphe Bosselu, qui travaille avec moi, et on en fait aussi bien évidemment un petit peu, mais on fait aussi du droit de la presse, on va faire aussi du droit des affaires. Je crois que vous êtes spécialisé dans un droit assez rare, plus trop maintenant, c'est le droit du sport. Non, vous suivez des sportifs, si j'ai bien fait dire. Pas que, c'est un droit atypique, c'est une niche, comme on dit, sur lequel je me suis progressivement spécialisé. Alors je suis des sportifs, mais je peux suivre des collectivités, des États. J'ai créé un certain nombre d'infrastructures pour l'État français en matière d'organisation d'événements sportifs. Là récemment, j'ai créé un groupement d'intérêt public pour accueillir et organiser le retour du Grand Prix de France de Formule 1 en France. Donc on va structurer des droits, aider à l'acquisition de droits, on va faire des contrats, et puis il y a une partie qui est parfois un peu intéressante, c'est celle du conseil aux sportifs personnes physiques. Alors, j'ai un seul luxe, c'est que je peux me permettre de choisir les gens avec qui je vais travailler, c'est-à-dire que je ne prends pas, ça m'arrive de refuser un certain nombre de clients parce que c'est une pratique qui est très demandeuse de temps et d'énergie, mais le contact des grands sportifs, c'est, je trouve, quelque chose de formidablement enrichissant. Ce sont des gens, je leur dis souvent, vous n'êtes pas comme nous, quoi. Ce sont des personnalités hors du commun. Quand vous échangez avec un champion du monde de boxe, un pilote de Formule 1, un champion de football, voilà, ce sont souvent des jeunes qui absorbent une pression qu'on n'a même pas idée de ce qu'ils peuvent absorber, qui ont un sang-froid incroyable. Il y a des paramètres en nombre quasi illimité. Un pilote de Formule 1 absorbe un nombre et même s'il a 22 ou 23 ans, il absorbe un nombre de paramètres et il risque sa vie sur la piste. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très enrichissant, et moi c'est un peu ma récréation dans mon univers professionnel ou dans mon univers politique que de côtoyer ces gens-là dont j'ai effectivement la chance de voir de temps en temps. Je sais que vous vous occupez d'Adrien Rabiot. Je ne veux pas vous demander de violer le secret, mais est-ce à dire que vous le conseillez dans toutes les décisions importantes ou moins importantes de sa vie? Je pense notamment au refus d'être sélectionné pour la Coupe du Monde. Encore, il ne faut pas, alors Philippe, il ne faut pas surestimer l'importance ou l'influence qu'on peut avoir vis-à-vis des gens que l'on conseille. On essaye de faire passer parfois un certain nombre d'idées ou de conseils. Parfois elles sont retenues, parfois elles ne le sont pas. Adrien a vécu une situation, pour le coup, très compliquée. Mais comme je dis souvent, on a le droit d'être déçu. C'est pas parce qu'on est sportif professionnel, et peut-être que les gens assimilent ça avec les niveaux de rémunération qui vont avec. Quelque part, c'est tais-toi et obtempère. Non, on a le droit d'être déçu. Et je trouve que ce qui est rassurant, c'est d'avoir un garçon comme Adrien qui est déçu de ne pas porter le maillot bleu. Moi, c'est ça qui me rassure. C'est l'inverse qui serait inquiétant. C'est d'avoir des gamins qui, au contraire, s'en foutraient complètement en se disant « bon, c'est le pays, c'est pas grave ». Non, Adrien, ce qu'il dit simplement, c'est que toute sa vie, pendant toute sa carrière, il a porté toutes les tuniques de l'équipe de France. Quand il avait moins de 15 ans, moins de 16 ans, moins de 17 ans, les espoirs, même l'équipe de France A, et que c'est le rêve d'un gamin. Mais c'est le rêve parce que c'est un patriote, qu'il a envie de jouer pour son pays, de le défendre, et que quand vous faites une saison sportive et que sur 11 joueurs, vous êtes le seul, en l'occurrence de son équipe du Paris Saint-Germain, à ne pas pouvoir aller à la Coupe du Monde alors que vous avez été l'un des meilleurs sur la saison dans son équipe. Injustice, pas injustice, de toutes les manières, le sélectionneur avait tranché, il est champion du monde, donc il a forcément raison. Mais je crois qu'on peut aussi entendre qu'à 22 ou 23 ans, on a le droit d'être déçu
Peut-être qu'on le fait savoir d'une manière qui a été mal comprise. Adrien, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est pour ça que c'est très intéressant pour moi de le côtoyer, de le conseiller, de l'accompagner, ainsi que sa maman. Ce sont des gens de valeur dans un univers où malheureusement il y en a de moins en moins. Et il faut aussi comprendre cette déception. Mais je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions pour lui de porter cette tunique bleue. L'avocat que vous êtes, est-il choqué par ces sommes, mais faramineuses, qui circulent dans le football, et notamment sur le plan des traitements, en connaissant le fait que, évidemment, les carrières sont courtes? Oui. Alors, c'est un discours qu'on a essentiellement en France, que les autres pays n'ont pas, qu'on n'a pas aux États-Unis, parce que je pense qu'en France, le système ou en tout cas le marché du sport, parce que c'est un marché économique, est beaucoup moins bien structuré que dans les autres pays. Donc dans les autres pays, Angleterre, Espagne, Allemagne, pays européens, c'est un univers économique à part entière et ça fait partie de cet univers-là. Donc on ne se pose pas ce genre de questions. Moi, aujourd'hui, ce qui me choque, quelque part, c'est qu'on n'arrive pas à réguler de manière efficace. On a des périodes de mercato qui s'éternisent, donc avec effectivement ce jeu de surenchère. Aux États-Unis, les choses sont beaucoup plus simples. Il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas d'indemnité de transfert. Il y a des négociations salariales entre un joueur et un club, ou un joueur et une ligue, mais il n'y a pas de club à club. Tout ce marchandage que l'on a et qui est uniquement propre au football. Donc ça, je pense qu'on peut réguler ça de manière plus efficace. Il faut des périodes de mercato qui soient en tout cas plus courtes, plus transparentes, plus régulées. On ne cesse en France de réguler sur la question, notamment sur la présence des agents, mais il n'y a pas un marché plus compliqué que le marché français. C'est le marché le plus régulé en Europe. Dans n'importe quel autre pays d'Europe, vous n'avez pas besoin d'être licencié en tant qu'agent pour exercer. En France, c'est le cas. Les avocats peuvent également l'être. Et c'est peut-être le pays en Europe où c'est le plus compliqué de travailler avec des intermédiaires dans tous les sens. C'est plutôt ça qui me choque, c'est de voir parfois des jeunes gamins de 16, 17, 18 ans, et moi j'ai eu à traiter d'affaires de gamins de 18, de 19 ans qui ont été vendus, on peut dire que c'est, je ne dis pas que c'est une forme d'esclavagisme moderne, mais qui ont été vendus, qui ont fait l'objet de blanchiment d'argent sur leur dos, et qu'il faut après sortir. Et ça, ce sont des situations dont on parle peu, mais qui sont pour moi très critiquables, et ce sont, à mon avis, surtout celles contre lesquelles il faut combattre. Êtes-vous investi dans la vie administrative du barreau? Vous faites partie d'instances ou non? Vous rêvez d'être bâtonnier dans un conseil de l'ordre? Est-ce que vous avez la passion du pouvoir dans ce domaine-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Non, parce que je pense qu'il faut... entre mon mandat de maire et puis tout ce qui va avec, parce que quand on est maire, en fait, on fait plein d'autres choses. Moi, je suis le vice-président de ma communauté d'agglomération, je préside des syndicats intercommunaux, je suis vice-président de l'hôpital, enfin, je veux dire, on préside des tas de choses, donc si on veut le faire bien, on ne peut avoir qu'un engagement à la fois. Et je ne pourrais pas m'engager pour... le corporatisme m'a toujours fait un petit peu peur, mais je trouve qu'il y aurait énormément de choses à faire pour défendre notre profession. Je trouve que si on voulait mieux la défendre, un mandat de bâtonnier, c'est pas 2 ans. Voilà, il faudrait au moins 4 ans pour pouvoir avoir la chance de mettre en place un certain nombre de réformes. Il y a, je pense que la place du droit, ou en tout cas du droit latin ou du droit français dans le monde, elle doit se défendre. Il y a énormément de pays qui, je pense, sont admiratifs de notre système judiciaire et on n'a pas peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment savoir. Mais je ne suis pas encore... peut-être qu'un jour, si je ne suis plus élu local, ça me dira de dire, si j'ai un petit peu de temps, d'aller défendre les miens. Il y a beaucoup de choses que je pourrais apporter du fait de cette expérience. Je reprends souvent l'exemple de Philippe Houillon, qui a été député maire de Pontoise et qui était bâtonnier également à Pontoise. Lui a arrivé à tout gérer. Moi, je n'en suis pas encore à ce stade-là. Vous avez de bons rapports avec la magistrature quand vous la rencontrez? Oui. Le parquet est un partenaire. Voilà. La magistrature du siège, les rapports sont un peu plus distants, mais ça peut m'arriver, alors sur des rentrées évidemment de tribunaux, j'en ai un certain nombre, sur des protocoles
sur des partenariats que l'on a avec le TGI de Versailles, sur des points d'accès au droit. Donc ce sont aussi des partenaires, mais le parquet est un partenaire parce qu'en matière de sécurité, en matière de prévention également de la délinquance ou et également on est tous aujourd'hui en tant que maire sensibilisés sur les dérives intégristes, le fondamentalisme religieux et cette prévention-là. Et donc on a aujourd'hui, moi j'ai un conseil local de sécurité avec un représentant du parquet dedans et évidemment des pouvoirs de police. Je voulais vous demander, vous avez une puissance de travail certainement considérable. Comment arbitrez-vous entre le métier de bâtonnier, la fonction de bâtonnier et celle de maire? Comment votre vie s'organise-t-elle? Alors, j'ai essayé de mettre en place une organisation qui aujourd'hui tient et à laquelle je suis très attaché. Si je peux juste me permettre de prendre quelques secondes pour la décrire. Donc, je commence le lundi matin généralement à 8h15 et je fais toutes mes réunions de direction et de cabinet avec ma mairie. Donc je suis dans mon centre administratif de 8h15 à 13h. À 13h, je file sur Paris, un peu à contre-courant des mouvements de circulation. J'ai 40-45 minutes de voiture où je passe 35 minutes au téléphone. Ça permet d'anticiper un certain nombre de sujets. Le lundi après-midi, je suis à mon cabinet à Paris et le soir, je suis à ma mairie. On a beaucoup de réunions politiques et de groupes. Le mardi matin, c'est les questions intercommunales. Donc je suis généralement à l'agglo, au siège de l'agglomération. On a nos réunions de bureau des maires, on a un certain nombre de sujets. Et parfois, je retourne à ma mairie. Et puis l'après-midi, aujourd'hui, nous sommes un mardi, je suis également à mon cabinet. Et le soir, ça dépend un peu de ce qu'il y a. Mais vous voyez, ce soir, j'ai rien. Je fête mes 20 ans de mariage. Donc, j'invite ma femme à dîner ce soir. Donc, j'ai enfin une soirée libre. Et je fais comme ça. Tous les matins, je suis à la mairie et tous les après-midi à Paris. Et je reviens à Saint-Germain le soir. Le jeudi, je suis à 100% à Paris parce qu'il me faut une journée vraiment où je puisse un petit peu décrocher. Et le vendredi, le samedi et le dimanche, à 350% à Saint-Germain. Cette vie vous a-t-elle conduit parfois à devoir refuser des affaires qu'on vous proposait comme avocat? Oui, bien sûr, je travaille différemment. J'ai plus un rôle d'encadrement. Je produis moins, bien évidemment. Je plaide un peu moins, ou en tout cas, je choisis les dossiers que je défends. Et je suis plus dans on va dire un peu plus dans le contrôle et dans la revue que dans la production, ce qui me manque parfois, parce que j'aime bien écrire. Voilà. Mais, alors je vais essayer, et parfois la peur c'est d'être un petit peu loin après de la matière juridique. Donc le métier de maire c'est un métier où 40 ou 50% de ce que l'on fait est juridique. Donc ça me permet de m'y replonger, mais c'est plutôt du droit public que du droit administratif, qui est un droit un petit peu différent, mais j'ai la chance par exemple à Saint-Germain d'avoir un IEP, on a un Sciences Po Saint-Germain qui a maintenant 5 ans d'existence et qui fonctionne très bien, et ils m'ont demandé par exemple d'enseigner cette année, donc je vais aller enseigner 22 heures de cours sur les enjeux juridiques de la création, voilà, faire un cours autour de la création juridique, voilà. Donc ça m'intéresse fortement et ça me permet de me replonger dans la matière. Vous allez réussir à les caser dans un emploi du temps déjà considérable? Alors, ça, c'est exactement ce que m'a dit ma directrice de cabinet quand je lui ai fait part de cette demande. Elle m'a dit, mais tu es complètement fou. Non, je pense qu'en termes d'organisation, et puis j'ai 11 enseignements de 2 heures à donner, je les donnerai le vendredi matin, je suis à Saint-Germain, j'en profiterai pour faire venir un certain nombre d'intervenants extérieurs, et je trouve que d'enseigner pour un établissement qui est situé sur votre commune, je pense que c'est une chose qui est importante pour moi. Est-ce que vos fins de semaine à Saint-Germain-en-Laye sont paisibles, ou est-ce que, comme je l'ai entendu dire de tous les maires, ils sont pris pratiquement tout le temps, même dans ces périodes de repos théoriques? Le vendredi, comme toutes les villes un petit peu en banlieue, nous, le cœur des animations se passe évidemment le week-end, on va dire du vendredi après-midi au dimanche matin, et voilà, le vendredi et le samedi, il n'y a quasiment pas une minute. C'est vraiment du non-stop, on a une vie associative, une vie locale, culturelle, qui est très très riche avec beaucoup d'événements, c'est ce qui fait un peu la particularité de notre ville. Donc là, on enchaîne, ça va très vite, on a beaucoup de choses, mais je trouve que c'est passionnant à l'échelle d'une vie que d'avoir la chance de vivre cela. En appréhendant, monsieur le maire, l'ensemble des activités politiques
réelle ou virtuelle que vous appréhendez, vous iriez soutenir que le métier de maire est peut-être le plus concret et le plus réaliste parce qu'on voit immédiatement les effets de son action. Je crois sans aucun doute. Sans aucun doute. On fait ce constat-là. Je parlais de mon engagement aux côtés de Christian Estrosi, de Jean-Luc Moudin, de Arnaud Robinet. On fait ce constat-là entre maires. Et je pense que le fait de ne plus pouvoir cumuler de mandat de maire avec un mandat de parlementaire ne fait qu'accentuer cela. On se rend compte que quelque part, je ne vais pas dire que le vrai pouvoir, mais la vraie capacité que l'on a à pouvoir changer un petit peu le quotidien des gens, c'est ce mandat-là. Et c'est le mandat du quotidien, c'est le mandat du concret, avec certes des difficultés, parce qu'on est dans des univers qui sont beaucoup plus contraints. C'est plus compliqué pour moi d'être maire aujourd'hui, certainement que ça ne l'a été pour mon père il y a 30 ans, parce que les réserves financières n'étaient pas les mêmes et les marges de manœuvre n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on est forcément dans un univers qui est plus contraint, avec un temps d'action politique et administrative qui est forcément long, et avec des interlocuteurs aujourd'hui qui sont encore de qualité, mais on sent bien là également que les difficultés ont atteint également tous les services de l'État. Je dis souvent de l'État qu'il n'a plus d'argent, mais il est encore producteur de normes et de conseils. Alors, producteur de normes, sur la qualité de la norme, ça se discute. Producteur de conseils, moi j'ai toujours une bonne relation avec l'État et avec ses services, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il fait de mieux, c'est prodiguer des conseils. Comme il ne donne plus de sous, au moins on a des conseils gratuitement. Mais c'est vrai que ce mandat de maire est indéniablement un mandat. Mais alors après, on est sollicité pour tout. Il y a aussi des excès. Les médias sociaux, aujourd'hui, sont terribles pour nous parce qu'on est interpellé sans cesse. Le RER est en panne, on vous interpelle sur Twitter. Une voiture est mal garée, un post sur Facebook. Et on vous demande de l'immédiateté. Et parfois, on ne peut pas. Parfois, on ne peut pas parce que les choses prennent du temps, parce que parfois, il y a aussi des procédures en cours. Et je pense que le plus grand défi pour les maires à venir, c'est de répondre à une attente d'immédiateté de la part de l'administré, alors même que nos moyens sont de plus en plus contraints. Et là, il y a une situation qui est un petit peu paradoxale et qu'il faut gérer. Donc, il faut être sur le terrain, il faut de la proximité pour essayer de répondre le mieux aux attentes, mais il faut aussi de la pédagogie. Et j'ai un cas, moi, particulier récemment, d'une dame qui n'était pas contente parce qu'on lui avait refusé une dérogation scolaire. Une dérogation scolaire, c'est quoi? Votre enfant est scolarisé dans un établissement et demande à aller sur un autre établissement parce qu'en France, comme pour les universités, on est sectorisé géographiquement. Et sur les 200 peut-être et plus demandes de dérogation que j'ai tous les ans, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Bon, j'ai été quand même traîné devant le tribunal administratif sur ces questions-là. Donc, voilà, il y a aussi des dérives qui sont un peu inquiétantes et il faut faire de la pédagogie. Certains l'entendent et la majeure partie des administrés l'entendent, mais parfois pas tous. Justement, dans le même registre, un certain nombre de maires de la France profonde abandonnent ce mandat parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Est-ce que vous-même, j'ai entendu beaucoup de maires me parler de ça, vous êtes un petit peu tétanisé dans votre activité quotidienne par la menace juridique, voire l'épée de Damoclès judiciaire, ou est-ce que c'est un fantasme? Non, pour moi c'est un fantasme. Honnêtement, ça fait partie des contraintes, mais comme toutes les professions, on est tous exposés à un certain nombre de choses. Bon, à nous de les appréhender, à nous de faire les arbitrages qui vont bien. Moi, je ne suis pas du tout... Voilà, je ne suis pas du tout inquiet parce qu'un poteau de football risque de s'effondrer sur un gamin, sur un terrain. Enfin, je veux dire, c'est à l'échelle de ce qu'une ville peut connaître. Je pense que c'est un sujet, certes, de préoccupation, mais on a des normes, on fait bien les choses. Et quand on a confiance dans ses équipes, il n'y a pas de raison que ces choses-là puissent mal passer. Quand j'ai été... donc élu maire l'année dernière, on a, nous, une fête foraine qui s'appelle la Fête des Loges, qui est la plus grosse fête foraine en période estivale en Ile-de-France. C'est près de 2 millions de personnes sur 8 semaines, avec des contraintes là, en matière de sécurité qui sont de plus en plus fortes. Et le premier été où j'ai eu à affronter en tant que maire la Fête des Loges, je n'ai pas très bien dormi. Je dormais avec mon téléphone tout le temps. Voilà. Là, je ne suis pas à l'abri de ce qui peut se passer et c'est normal. Après, j'ai confiance dans le dispositif de sécurité que l'on met en place. Mais alors, je peux comprendre l'inquiétude de maires, je ne vais pas dire de petits maires, mais de maires de petites communes face à... Beaucoup de maires sont complètement désorientés. On a une production de normes qui est quand même croissante. On a des
des univers de travail qui sont de plus en plus contraints et des moyens de moins en moins importants. Donc je peux comprendre également qu'il y ait cet effet de ras-le-bol. Moi, en tout cas, ça ne m'a jamais freiné dans mon action. Je voulais même évoquer, au fond, la rectitude d'hommes ou de femmes parfaitement intègres et de bonne foi qui est parfois mise en cause, je dirais, l'intégrité du maire en tant que tel, parce qu'il ne s'y retrouve plus dans la multitude des réglementations et on lui reproche des indélicatesses que peut-être il n'a pas voulu commettre. Non, non, c'est sûr, ce sont des choses qui arrivent. Moi, c'est un point de vigilance constant, donc j'essaye de faire attention, mais je vais donner des exemples concrets. Je refuse toutes les invitations. Toutes les invitations, vous êtes invité, alors quand on est maire, on est invité tout le temps. Hein. On est invité à l'opéra, on est invité au match de foot, on est invité à tout ce que vous voulez. Je refuse tout ça de la part des acteurs économiques, des promoteurs. Alors, ça vous coupe quelque part un peu de l'univers économique, mais on a d'autres occasions, on peut avoir des réunions de travail. Donc, moi, systématiquement, je refuse un peu tout ça. J'ai refusé un certain nombre de choses. La première chose que j'ai faite en arrivant, et ce n'était pas de la démagogie, mais c'est que ça ne correspondait pas à un besoin, j'ai supprimé le poste de chauffeur et j'ai vendu les 2 voitures de fonction que j'avais. Parce que j'ai ma voiture, parce que j'en ai pas besoin, et que les mobilités aujourd'hui, peut-être quand on est un plus jeune maire, on les vit différemment. Mais voilà, mon vieux père disait, l'intégrité, c'est refuser ce à quoi on a droit. Voilà, quand on est élu, et j'essaye de m'appliquer, je ne sais pas si je le fais bien, en tout cas, ce principe, voilà, on essaye de faire attention quand même, on n'est pas dispendieux, on essaye de ne pas prêter le flanc à ce genre de critique, et puis si jamais on est critiqué, ben, on va expliquer aux gens. Vous refusez les invitations parce que vous craignez des demandes de service en retour? Je veux être libre. Alors, je le suis. Les choses se font pas comme ça. Un promoteur immobilier qui va vous inviter ou qui voudra vous inviter au restaurant, c'est pas forcément, il va pas vous demander un service, il va vous exposer un projet, dire Monsieur le maire, j'aimerais bien faire sur ce territoire, etc. Moi, je lui dis mais on n'a pas besoin d'être au restaurant. Vous venez dans mon bureau et vous me l'exposez. Sans aller au restaurant ou sans aller regarder un match de foot ou un opéra. Voilà, donc ce temps-là, ce temps de travail, il sert aussi à ça. C'est pas tant moi, on m'a jamais demandé de faveur, très honnêtement. Et puis parfois, on peut demander une faveur, on peut demander est-ce qu'on peut regarder pour la scolarisation des enfants. Mais comme tous les administrés le feraient, donc on dit pas non à tout le monde. Et c'est pas parce que vous avez telle ou telle fonction que ça vous disqualifie. À partir du moment où vous êtes un habitant de la commune, vous avez les mêmes droits que les autres. Il faut savoir résister à des tentations, même honorables. Toujours, toujours. Quand vous n'êtes pas maire, quand vous n'êtes pas avocat, quand vous n'enseignez pas comme vous le ferez bientôt, de quoi nourrissez-vous votre vie? Alors, je fais beaucoup de sport parce que j'en ai besoin. Je fais beaucoup de boxe. Voilà, j'ai joué 20 ans de ma vie au rugby. Voilà, maintenant, l'âge faisant, je ne joue plus au rugby, donc j'ai besoin d'un sport qui me défoule. Donc j'essaye de faire beaucoup de sport et je fais beaucoup de boxe. Et puis, bien évidemment, je suis avec mon épouse, que malheureusement je ne vois pas assez parce qu'elle travaille, est avocate également de formation. Et puis ma famille, voilà. Donc j'essaye de passer du temps avec les miens. Vous avez des enfants de quel âge? J'ai 3 enfants, j'ai une fille qui vient d'avoir son bac et qui ne veut absolument pas, elle n'est pas un paradoxe près, elle ne veut absolument pas être avocate comme son père et sa mère, mais elle part étudier le droit 4 ans en Angleterre. Donc il faudra qu'elle m'explique à un moment un peu son raisonnement. Et j'ai un garçon de 15 ans et une petite fille de 8 ans. La boxe, ça n'est pas le fait que vous ayez envie de pousser le mimétisme avec Édouard Philippe. Non, pas du tout, mais j'ai proposé à Édouard Philippe un jour de faire un entraînement avec Tony Yoka, le champion olympique, qui est un ami proche, et il m'a dit qu'il le ferait un jour. Donc j'attends ce moment. Vous êtes heureux à l'heure actuelle quand on considère l'ensemble des facettes de votre vie tellement remplies et tellement riches? Alors les anglo-saxons ont un terme, ils disent I'm blessed. J'ai de la chance, ou j'ai énormément de chance de faire ce que je fais aujourd'hui. Je pense que, voilà, je disais, à l'échelle d'une vie, je crois que c'est formidable de pouvoir exercer un métier qui me passionne et que j'adore, et de pouvoir rendre à ma ville ce qu'elle m'a aussi apporté en étant son premier magistrat, en étant son maire. Voilà, j'en suis éternellement reconnaissant à toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance, et j'en suis très, très honoré. Je trouve que c'est une période de ma vie qui me plaît beaucoup. En
tout cas. Puis je me permets de terminer, Monsieur le maire, par un vœu personnel. Très bon anniversaire. Merci beaucoup.